officielle, donc je ne saurais donc pas me prononcer définitivement. Sous réserve des informations qui me sont parvenues à travers les médias, il faut constater qu'un certain nombre de questions, évidemment, se posent. Parmi ces questions, la première est celle de savoir, y a-t-il eu un conseil de ministres? Parce que généralement, lorsque des conseils de ministres se tiennent, la pratique veut qu'il y ait un compte rendu qui est fait par le porte-parole du gouvernement, qui est généralement le ministre en charge de l'information. Il faut aussi reconnaître que le seul document sur le plan juridique qui peut confirmer la tenue d'une délibération au sein du Conseil des ministres, c'est un procès verbal qui fait foi, évidemment, de délibération en Conseil des ministres et qui est en principe gardé par le secrétaire général du gouvernement. Eh bien, je n'ai pas, évidemment, connaissance de tout ce document. Évidemment, sous réserve, évidemment, de ce type de document, on peut se poser la question. Mais il y a une autre question essentielle qui se pose. C'est que nous avons aujourd'hui au pays un gouvernement, un Premier ministre en fonction, qui est évidemment le Premier ministre Bruno Tshibala. Nous avons en plus de lui un autre Premier ministre qui est nommé, mais qui n'est pas encore investi par l'Assemblée nationale. Et qui ça veut donc dire qu'il n'est pas entré en fonction. Des deux, qui est le vrai Premier ministre qui devait engager l'État ou le gouvernement dans cette affaire? Alors, il faut savoir que le Premier ministre qui peut engager évidemment sa responsabilité et contresigner une ordonnance du chef de l'État en la matière, c'est le Premier ministre en fonction. Nous n'avons qu'un seul Premier ministre en fonction actuellement, c'est M. Bruno Tshibala. La seule question qui se pose, c'est que depuis que ce dernier a déposé sa démission, et par la suite suivi de la nomination d'un nouveau Premier ministre en attente d'entrer en fonction, le gouvernement Tshibala expédie les affaires courantes. Ça veut donc dire que le gouvernement actuel n'est pas un gouvernement de plein exercice. Ses pouvoirs sont limités aux actes d'expédition des affaires courantes. La véritable question qui se pose, est-ce qu'un gouvernement qui expédie les affaires courantes, en l'occurrence le gouvernement Tshibala, a-t-il les pouvoirs constitutionnels de se réunir en Conseil de ministres, de délibérer sur la nomination d'un DG au niveau de la GECAMIN ou même au niveau de la SNCC? Est-ce que le Premier ministre Tshibala peut-il par la suite contresigner une ordonnance présidentielle qui désigne donc ainsi un DG? La réponse se trouve évidemment... Réellement le pouvoir, même s'il est démissionnaire, nous restons dans un cas très précis justement, Maître Kibolo. Tout à fait. Alors, sur cette question précise, il faut dire que la réponse est fournie, bien entendu, par le droit constitutionnel, qui précise qu'en affaires courantes, le Premier ministre ainsi que son gouvernement ont un pouvoir qui est limité aux affaires courantes. Ça veut dire concrètement, ils ne peuvent poser que 3 types d'actes. Le premier, c'est qu'il peut poser des actes d'administration courante du pays, c'est-à-dire des actes qui n'impliquent pas un choix politique qui peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Dans ce type de cas que je viens d'énumérer, eh bien, contresigner ou délibérer sur la désignation d'un mandataire n'entre pas dans ce champ d'application. Deuxième possibilité, c'est le cas où le gouvernement, avant d'entrer en affaires courantes, lorsqu'il était encore en plein exercice, aurait déjà délibéré en Conseil des ministres avec des propositions des noms des animateurs, ce qui manifestement n'est pas non plus le cas. Donc on ne peut pas imaginer que le gouvernement Tshibala aurait déjà, avant même la désignation du Premier ministre actuel,
Ilunga Ilunkamba proposer son remplacement à la tête de la SNCC. Et donc finalement, le seul cas possible, la seule brèche juridique, ce serait d'évoquer la situation d'urgence. Situation d'urgence, ça veut donc dire que c'est dans une situation qui requiert célérité. Si le gouvernement n'agit pas, eh bien cela peut entraîner un préjudice grave, irréparable pour la collectivité. Alors, concrètement, est-ce que la nomination d'un DG ou d'un PCA à la SNCC ou à la GECAMINE ne pouvait pas attendre, sinon il y aurait un préjudice pour la collectivité? On devrait alors, dans ces cas, trouver une telle motivation circonstanciée dans l'ordonnance ayant nommé le PCA ou le DG. Ça n'a donc pas été non plus les cas, d'où évidemment un problème de constitutionnalité qui se pose en ce qui concerne la validité juridique des ordonnances querellées. Alors pourquoi cette agitation alors que avant ces ordonnances, on a procédé à la nomination de notre mandataire à la tête de la SONAS? Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, il n'y a pas eu agitation. Pourquoi ça agite, pourquoi ça trouble lorsqu'il s'agit de la GECAMINE, lorsqu'il s'agit de la SNCC? Quelle est la vraie motivation? Eh bien, je ne peux vous répondre qu'en expert en droit. Et là, je vous dirais que les hommes de la science juridique ne peuvent que constater qu'au moment de la désignation en ce qui concerne la SONAS, le gouvernement Tshibala n'était pas encore en affaires courantes. Il n'était pas encore démissionnaire. Et donc, c'était un gouvernement de plein exercice. Est-ce qu'il y avait un conseil des ministres délibérant sur cette affaire, sur cette nomination à la tête de la SONAS? Eh bien, il faudrait en tout cas s'imaginer que il devrait y avoir eu préalablement un conseil des ministres qui délibère avant de proposer au chef de l'État la désignation évidemment d'un DG à la tête de la SONAS. Et pour cela, il faudrait évidemment, et je ne saurais pas vous répondre parce que je n'ai pas accès aux archives du secrétariat général du gouvernement, mais en principe, il devrait y avoir en tout cas un procès verbal tenu par le secrétaire général du gouvernement de délibération en conseil des ministres. Si ça n'a pas été fait, cela est très grave parce que ça peut entraîner de conséquences juridiques gravissimes. Dans l'hypothèse justement, Maître Kilolo, d'une ordonnance qui énerve à la lumière de votre argumentaire tout à l'heure, ou surtout de la lecture de la Constitution de la République, oui, une ordonnance qui énerve les dispositions constitutionnelles, qu'est-ce que le Parlement de la République devrait faire ? Toujours à la lumière de la Constitution. Tout à fait. Je vous dirais tout simplement que le Parlement a deux possibilités. La première possibilité, c'est bien entendu dans le cadre du contrôle parlementaire du travail de l'exécutif, c'est-à-dire du travail du gouvernement. Et donc, c'est l'article 138 de la Constitution qui le prévoit. Les ordonnances présidentielles, c'est-à-dire les ordonnances prises par le chef de l'État, n'échappent pas au contrôle du Parlement. Parce que, en vertu de l'article 138, l'Assemblée nationale peut effectivement interroger, critiquer, remettre en cause une ordonnance présidentielle. Mais attention, en le faisant, l'Assemblée nationale ne peut pas directement mettre en cause la personne du chef de l'État, mais doit par contre interpeller le chef du gouvernement, le Premier ministre, peut par exemple lui adresser une question d'actualité pour avoir des éclaircissements, pour savoir ce qui s'est passé. Question d'actualité le gouvernement que le Parlement adresse au Premier ministre. Absolument. Est-ce que dans le cas précis, Tshibala peut-il être invité au Parlement et être soumis à une telle question? Absolument. Je dirais d'ailleurs que ça a été un rendez-vous manqué. Ce que nous avions vu
se passer au sein de l'hémicycle. Parce qu'en principe, ce qui aurait dû se passer, c'est que l'Assemblée nationale aurait pu activer les dispositions donc, de l'article 138 de la Constitution et effectivement adresser une question d'actualité au Premier ministre Bruno Tshibala pour avoir des éclairages, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, demander par exemple la question de savoir avez-vous proposé à la nomination des mandataires de l'État au sein des entreprises. Par quel document? Est-ce qu'on peut voir le document? Y a-t-il eu une réunion du gouvernement? Avez-vous délibéré en Conseil des ministres? Est-ce qu'on peut avoir le procès verbal de délibération? Et voilà, ça peut même aller plus loin. L'Assemblée nationale pouvait même mettre en place une commission d'enquête parlementaire, éventuellement, pour étudier s'il n'y a pas eu un dysfonctionnement justement dans la relation entre le président de la République et le gouvernement en ce qui concerne justement le respect de la procédure qui aurait dû être suivie. Qui devait canaliser les choses, la démarche dans ce sens-là? Écoutez, la personne qui devrait en tout cas répondre de cela, c'est la personne du Premier ministre et il appartenait évidemment aux différents députés d'être éclairés. Vous savez qu'un député est en principe assisté, il a toujours un assistant parlementaire. Un assistant parlementaire, c'est un chercheur d'université qui est spécialisé dans des matières techniques. Même si c'est sa femme et son fils. La désignation d'un assistant parlementaire, ça ne doit pas être un cousin, un frère, un ami que l'on veut sortir du chômage. Ça doit être effectivement un technicien qui vient éclairer la lanterne du député sur des questions aussi techniques. Sinon, sinon il y a un risque d'égarement, d'ignorance de la procédure à suivre. Mais cela étant dit, je voudrais aussi rappeler que lorsque un député s'exprime au sein de l'hémicycle, lorsqu'il émet un avis, lorsqu'il émet une opinion, eh bien, ses avis et ses opinions sont couvertes de l'immunité absolue. Ça veut donc dire qu'il va jusqu'à l'outrage du chef de l'État. Eh bien, justement, la Constitution de la République, c'est l'article 107 de la Constitution qui prévoit que lorsque, dans l'exercice de son mandat, en pleine session parlementaire, dans le cadre de l'hémicycle, le parlementaire, le député émet un avis, émet une opinion, même si cette opinion semble heurter la personne du chef de l'État, eh bien, les députés est couvert d'une immunité absolue. D'un point de vue juridique, il n'y a pas outrage au chef de l'État, même si, d'un point de vue politique, il faut tout de même déplorer, évidemment, des propos indélicats et malencontreux qui ont pu être tenus à l'encontre de la personne du chef de l'État, sachant surtout que d'un point de vue politique, c'est le Premier ministre, après avoir contresigné une ordonnance du chef de l'État, qui en répond devant l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement, précisément l'Assemblée nationale, à travers ces élus qui ont soulevé justement cette question, se sont trompés des cibles. Eh bien, je voudrais dire ici qu'il faut distinguer deux choses. Vous êtes modeste. Non, comprenons-nous très bien. Il faut distinguer deux choses. Je dirais que les débats ont été mal dirigés, parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale avait raison de considérer qu'elle avait le droit de remettre en question une ordonnance présidentielle de nomination d'un DG ou d'un DGA signé par le chef de l'État. Là, il n'y a aucun problème d'un point de vue juridique. Mais simplement, au niveau du procédé, il faut alors, dans ce cas-là, remettre en cause la responsabilité politique du Premier ministre qui, en contresignant une ordonnance présidentielle, endosse évidemment la responsabilité. C'est parce que nous sommes dans un système semi-présidentiel et semi-parlementaire. Mais ici, j'aimerais aussi attirer votre attention, puisque nous parlons du Parlement, qu'il ne faut pas confondre l'article 138 de la Constitution qui donne les prérogatives, non pas
au Parlement dans son ensemble, mais uniquement à l'Assemblée nationale, d'interpeller le Premier ministre, d'engager sa responsabilité politique, éventuellement de procéder à un vote de méfiance si le Premier ministre devait prendre évidemment un acte politique, notamment en contresignant une ordonnance du chef de l'État en violation des textes, c'est à distinguer de l'article 166 de la Constitution qui permet non pas à l'Assemblée nationale seule, mais aux deux chambres du Parlement réunies en congrès de remettre évidemment en cause la personne du chef de l'État en cas de violation intentionnelle de la Constitution, ce qui ici ne me semble pas être rempli parce que le chef de l'État peut se voir effectivement mis en accusation devant la Cour constitutionnelle, mais c'est uniquement dans le cas où il est prouvé qu'il aurait violé intentionnellement, c'est-à-dire à dessein de violer la Constitution, et cela peut aller même jusqu'à la déchéance du chef de l'État. Mais je pense qu'ici, en l'espèce, en tout cas, les conditions de violation intentionnelle de la Constitution ne sont pas avérées. Justement, alors, c'est cette... ce que vous venez de dire, mais souffle une autre question. Alors, qui est effectivement le juge de la constitutionnalité des actes du chef de l'État? Alors, mettons-nous d'accord là-dessus. Nous sommes dans un... de la constitutionnalité des actes du président de la République. Nous sommes dans un état de droit tant voulu par tous. Montesquieu nous le rappelle, le principe de séparation des pouvoirs. Ça veut donc dire concrètement que le juge de la légalité, parce que c'est le terme générique qui est utilisé ici, des actes, des ordonnances du chef de l'État, notamment en ce qui concerne la nomination des DG ou des PCA au sein des entreprises, relève de la compétence du Conseil d'État, qui peut être saisi par toute personne justifiant évidemment d'un intérêt, et c'est le Conseil d'État qui peut éventuellement décider même d'annuler une ordonnance du chef de l'État. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans des débats politiques que cette question peut être juridiquement réglée, ce n'est que devant le Conseil d'État. Mais attention, avant de saisir le Conseil d'État, il faut encore vider ce qu'on appelle le recours gracieux devant l'autorité du président de la République, auprès de qui qu'il faudrait d'abord en un premier temps saisir pour lui demander de retirer son ordonnance en évoquant évidemment les motifs d'inconstitutionnalité. Ce n'est qu'après avoir vidé cette procédure que le Conseil d'État peut éventuellement, d'un point de vue administratif, en tant que juge administratif des actes du chef de l'État notamment, décider de suspendre ou même d'annuler une ordonnance ainsi qui se retrouverait en violation de la loi ou de la Constitution. Mais attention, ça c'est sur le plan de l'annulation d'un point de vue administratif. Mais la Cour constitutionnelle peut aussi être saisie en vertu de l'article 166 de la Constitution, mais dans ces cas, ce sont les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, réunis en congrès, qui peuvent, d'un point de vue criminel, saisir, porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle en violation intentionnelle de la Constitution, et cela peut effectivement entraîner une condamnation pénale et même la déchéance du chef de l'État. Mais je rappelle ici que les conditions ne me semblent pas être remplies pour aller sur cette voie, parce que il faudrait encore prouver une violation intentionnelle de la Constitution. On ne les voit pas capables, les députés nationaux, capables d'aller jusqu'à cette étape. Alors, dans l'hypothèse justement d'un conflit persistant entre le président de la République et le Parlement, eh bien, que prévoit la Constitution pour le chef de l'État? Alors, j'aimerais vous rappeler tout de suite ceci. Le président de la République, chef de l'État, a les prérogatives constitutionnelles de dissoudre le Parlement. Mais pour le faire, il y a des conditions.
durant les 12 premiers mois qui précèdent, ou plutôt qui suivent immédiatement son investiture, il ne peut pas dissoudre le Parlement. Donc il faut attendre d'abord un an parce que c'est la Constitution qui l'impose ainsi. Et puis, deuxièmement, il faut savoir qu'il ne peut le faire que lorsqu'il y a un conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée et le Parlement, et non pas entre l'institution président de la République et le gouvernement ou le Parlement. Il faut vraiment que ce soit un conflit entre le gouvernement et le Parlement, mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas, me semble-t-il, des conflits qui opposeraient le gouvernement et le Parlement. Mais de la même façon, le Parlement aussi a des prérogatives, non pas de déchoir le président de la République, mais par contre a les prérogatives de le mettre en accusation, mais dans le cas notamment où il est établi qu'il aurait violé intentionnellement la Constitution ou qu'il aurait manqué au devoir de probité. Mais seulement il le met en accusation devant la Cour constitutionnelle, et c'est la Cour constitutionnelle qui peut décider de le reconnaître pénalement responsable, le condamner à une peine, ce qui entraîne automatiquement la déchéance du président de la République et donc pousserait à une période de transition où par lequel le président du Sénat, en vertu de l'article 75, assurerait une période transitoire comme président de la République. Mais encore une fois, il me semble que ce débat est un débat d'école parce qu'en l'espèce, les conditions pour aller dans cette voie ne sont pas remplies. Nous abordons cet autre volet. Vous l'avez dit en introduction, que les armes cèdent la place au droit. Mais si les armes sont têtues et que le droit n'est pas écouté, quelle serait justement, on peut dire, la finalité, la conséquence logique dans un tel conflit où les juristes s'entrent dedans, où les écoles sont en compétition, finalement, qu'est-ce qui adviendrait? Moi, ce que je voudrais ici simplement rappeler, c'est que effectivement, nous avons tous été témoins de cette controverse au sein de l'opinion nationale, beaucoup de questions qui se posent, mais finalement, est-ce que le président de la République n'a-t-il pas le droit, la liberté de nommer au sein des entreprises publiques qui il veut, parce que c'est aussi une question de continuité des services publics de l'État. Moi, je dirais tout simplement que après la controverse, seul le pacte social qui nous régit tous, le pacte social de Jean-Jacques Rousseau, la Constitution de la République, qui a été édictée par le peuple congolais, doit trancher. Et ici, c'est très clair. Chacun a ses responsabilités. Le président de la République est en dernier ressort le chef de l'exécutif, celui qui a le pouvoir de nomination. Mais seulement ça se fait suivant une procédure. Cette procédure veut que notre Constitution n'a pas prévu le plein pouvoir pour le chef de l'État, comme c'est dans le cas, par exemple, dans un régime présidentiel. Ici, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où il y a des pouvoirs qui sont reconnus au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui propose et qui amène en délibération au sein du Conseil des ministres la proposition des mandataires de l'État au sein des entreprises. Mais attention, lorsque ça se fait lors des délibérations en Conseil des ministres, c'est toujours le chef de l'État qui garde la main parce que c'est lui qui préside ces délibérations, les réunions du Conseil des ministres. Mais j'aimerais aussi rappeler que nous sommes en affaires courantes, nous n'avons pas de gouvernement de plein exercice, nous avons un Premier ministre en attente de formation de son gouvernement, nous avons de l'autre côté un Premier ministre en fonction qui est démissionnaire, qui n'a plus les pleins pouvoirs d'un gouvernement. Il doit donc se limiter à poser des actes d'exécution d'affaires courantes. Et donc à ce titre-là,
disons simplement que le plus important, c'est de constater qu'il y a une coalition entre le FCC et le CACH, et que cette coalition n'est autre qu'une réponse à une volonté populaire qui a désigné massivement un président de la République émanant d'une famille politique qui a élu, le président de la République a été élu par le peuple congolais de façon très claire. Il est président de la République émanant d'une famille politique qui émanait en fait de l'opposition. De l'autre côté, nous constatons que majoritairement les parlementaires, les députés au sein de l'Assemblée nationale émanent de l'ancienne coalition au pouvoir. Et donc, en un mot, disons simplement que le plus important, c'est travailler dans la cohérence, dans le respect des textes. Justement, est-ce que cet incident au Parlement, avec des propos malencontreux à l'endroit du chef de l'État, avec ces ordonnances qui, pour certains avertis, énerveraient la Constitution de la République ou quelques dispositions, est-ce que la coalition n'est pas